Aimeriez-vous pouvoir réduire l'impact écologique de vos déplacements au quotidien? Oui, à 93%, c'est la réponse des personnes interrogées dans le cadre du sondage que nous décryptons aujourd'hui, sondage publié par la Fabrique de la Cité. Alors comment relever ce défi sans creuser les inégalités? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. On a tendu notre micro au monde économique. Dans cette deuxième partie, nous partons à Saint-Cyr-sur-Loire, direction SKF, spécialiste des roulements. Vous connaissez cette entreprise, 1300 salariés et près de 250 intérimaires. Ça fait du monde, 20 bâtiments. Le site est immense, c'est presque une ville dans la ville. L'activité marchande continue, vous le savez. Alors comment SKF organise-t-elle sa décarbonation? Réponse avec ce reportage de Samuel Collin. L'été prochain, le parking des salariés sera entièrement recouvert d'ombrières photovoltaïques. L'électricité produite servira, entre autres, à recharger les véhicules électriques. Peu à peu, SKF fait muter son parc automobile. Les diesels vont disparaître. En général, les voitures sont gardées 4 ans. Donc voilà, il va falloir 4 ans pour changer les voitures au fur et à mesure. Alors il y a des obligations légales sur les pourcentages de voitures diesel pour les sociétés. Mais on va au-delà et on a déjà beaucoup de véhicules hybrides et électriques. Sur les 1300 salariés, environ 200 viennent au travail à vélo ou en trottinette. Pour encourager ces déplacements doux, l'entreprise récompense ses collaborateurs. S'ils s'engagent à venir plus de 30 fois dans l'année, on leur offre un pack sécurité, des bons d'achat pour s'offrir des équipements de sécurité pour venir à vélo. Donc on encourage le vélo, on encourage le covoiturage. Donc là aussi, on a des places de parking réservées pour les covoitureurs. Et chaque année, on les récompense avec des jetons de lavage. Mais le covoiturage patine. SKF a tenté la mise en place de plateformes pour mettre en lien les salariés, mais elles ne séduisent pas. Aujourd'hui, les 3/4 du personnel de l'entreprise viennent en voiture de toute l'agglomération, seuls dans leur véhicule. Alors tout à l'heure, on a dit il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit lisse, les transports, sinon on abandonne rapidement ces grandes envies écolo. Là, le covoiturage ne fonctionne pas. Comment fait-on pour lutter contre l'autosolisme, justement? Emmanuel Denis. Eh ben, là, c'est un peu du cas par cas dans une entreprise comme ça. Il faut regarder les plus gros flux, d'où viennent les employés de SKF. De toute la métropole, il l'a dit. De toute la métropole, oui, mais il faut regarder là où il y a le plus de flux. Et puis, sur ces parcours-là, il faut imaginer des solutions alternatives. Le covoiturage, normalement, ça fonctionne bien. Il faut le travailler un peu parce que ce n'est pas immédiat. On n'a pas envie tout de suite de prendre 4 personnes dans sa voiture. Mais une fois qu'on l'a fait, il y a un côté sympa. Donc, il faut avoir des politiques d'incitation. Il y a les transports en commun, il y a la moitié des abonnements des transports en commun qui sont payés par l'employé. Il faut en faire la promotion aussi. Je sais qu'à ST, une autre entreprise qui n'est pas très loin, ST Microélectronique, ça fonctionnait bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des stands pour expliquer, pour faire de la promo du covoiturage, par exemple. C'est ce qui a été fait pour eux. Il faut vraiment inciter fortement. Et puis voilà, il faut faire des journées transport en commun. Et puis il faut que les collectivités derrière proposent des alternatives. Étienne Mercier. Alors il y a dans les enquêtes qu'on peut réaliser, on voit il y a le problème de l'éloignement de ces aires de covoiturage. Mais c'est pas le seul problème. Beaucoup de gens voudraient passer au covoiturage, mais leur problème c'est la fiabilité. C'est être certain que chaque jour, à chaque déplacement, vous êtes sûr que le matin il y a quelqu'un viendra vous rechercher et que le soir, vous pourrez rentrer justement pour aller chercher le petit dernier que normalement vous devez prendre à la maternelle. Donc tout ça est compliqué, c'est pas évident. Une question de disait confiance. Monsieur le maire, il y a une confiance, c'est un rodage aussi à mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait une fiabilité pour les personnes qui l'utilisent. Pour la régularité, peut-être qu'il y a quand même une expérimentation qui va être faite à la métropole. Oui, on va lancer Klaxit, c'est une opération de covoiturage. C'est qu'on va mettre une plateforme en fonction qui va permettre aux personnes de se rencontrer. Et voilà. Moi, je pense à des petits pas. Comme disait Emmanuel, il faut regarder où sont les plus gros flux et il faut des réussites. Et les réussites, il faut les mettre en valeur. Ça permettra à d'autres de voir que d'autres y arrivent. Pourquoi pas moi? Parce que si on fait un grand plan d'ensemble, ça tombera à l'eau. Par contre, des petits pas avec chaque entreprise, là où il y a des possibilités, je pense qu'on améliorera chaque année ce covoiturage, entre autres dans les modes de déplacement. Mais pourquoi Klaxit marcherait? C'est une plateforme de covoiturage, alors que Blablacar, par exemple, n'a pas pris chez SKF. C'est ce que disait le directeur de l'entreprise.
Parce qu'il faut être positif dans la vie. Oui, bien sûr. Pourquoi ça- Et il y a un pourquoi ça accompagnement fonctionnerait financier aussi, je crois. Vous proposez Oui. 2 euros par personne qui prendra quelqu'un Quelqu'un. dans sa voiture Voilà. sur On est la route récompensé. domicile-travail. Oui, et puis il faut rapprocher, parce C'est- que vous le disiez, il faut avoir confiance. Changer son mode de transport, il faut avoir confiance pour être sûr que la personne va bien vous reprendre le soir, parce que vous avez quand même votre vie qui continue. Ouais, ce que Donc disait tout M. cela, ça doit Mercier. être un environnement Et il faut qui la doit se mettre en place. récompense. La récompense, c'est la clé. Oui. Oui. Oui, alors ça fait partie, l'incitation, la récompense. Et puis il y a la question du moment, parce que le covoiturage ces 2 dernières années, avec le Covid, Oui. c'est sûr que Oui. ça ne fonctionnait pas. Oui. Là, on sort, on dit, Presque. voilà, c'est fini. Ouais. Donc en septembre, ça va être le moment de relancer des grandes opérations. Et le Klaxit arrive bien pour la métropole. Mais ça veut dire et que c'est en la septembre là métropole- qu'il va falloir Ouais. communiquer, La offrir métropole va des aller choses. dans et les puis- entreprises pour Oui, mais on le promouvoir fait Klaxit. déjà, puis Ouais. on accompagne l'ensemble des communes pour les nouveaux arrivants. C'est toutes les formes de communication qui permettent de faire connaître nos outils. Parce qu'il y a aussi une méconnaissance de certains outils qui sont à disposition. C'est l'application Tour Métropole, c'est l'application des communes, et puis aller dans les entreprises pour et puis Promouvoir le covoit. promouvoir, et puis les associations d'entreprises dans les zones. Parce que ça peut être aussi un travail au travers de Plusieurs différentes entreprises dans la même ouais, zone, voilà. où on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont du même endroit et qui peuvent faire une mobilité commune. Alors, le covoiturage, c'est une alternative. L'autre, évidemment, on en a parlé déjà beaucoup au cours de la première partie de cette émission, c'est les transports en commun. On va parler évidemment du tram, mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi la politique globale en matière de transport en commun et d'incitation? Il y a de la communication. On a vu l'opération Un mois sans voiture l'année dernière qui a effectivement beaucoup fait parler d'elle. Il y a évidemment les aménagements, les sommes investies, les bus. C'est quoi la politique globale? La politique globale, c'est d'apporter le meilleur service, c'est la transition énergétique et des tarifs qui sont adaptés. La moitié, effectivement, de l'abonnement est remboursé par la société. C'est les tarifs étudiants qui ont beaucoup diminué durant ces dernières années pour inciter aussi, parce que lorsque étudiant, on prend un transport en commun, eh bien, on est habitué, et lorsque l'on rentre dans la vie active, eh bien, on garde cette habitude. Donc, c'est toutes les incitations tarifaires, c'est la souplesse dans les horaires pour que ça corresponde aux besoins, et c'est là où on doit encore travailler plus sur avoir les bons horaires qui correspondent aux entreprises, qui correspondent aux écoles, et c'est là la difficulté qu'on a et qu'on doit encore travailler demain. Comment ça se passe? Vous fonctionnez par enquête pour caler ces horaires? Vous êtes sur... Bien sûr, Oui. c'est les enquêtes, et puis après c'est un renseignement de l'ensemble des lieux estudiantins, et puis après dans les grands bassins d'emploi, comment sont organisés. Alors, Une petite question concernant le transport. Pourquoi aujourd'hui, un ticket de bus, par exemple, n'est pas gratuit à Tours? À Châteauroux, il l'est depuis quelques années déjà. 65 millions, c'est pour faire tourner l'ensemble de notre parc. Ça coûte 65 millions par an. Aujourd'hui, la billettique avant Covid, c'était 24 millions. 41 millions, c'est le versement transport. Eh bien, si demain c'est gratuit, c'est qui paye les 20 millions? C'est le budget de la métropole. On a décidé de faire une transition énergétique. Aujourd'hui, pourquoi c'est payant? C'est parce que aussi, en face, on est en train d'acheter des bus au biogaz. Nous avons fait le tram et nous ferons Ça veut dire demain que ce le n'est pas tram. le moment. C'est pas le moment. Mais C'est pas le moment. On parlait d'un délai de 50 ans tout à l'heure. Ouais, alors Châteauroux, effectivement, ils n'ont pas, ils ont pas un réseau. Ils ne l'avaient pas un réseau au moment où ils ont pris cette décision, aussi structuré toujours aujourd'hui, d'ailleurs, aussi structuré qu'à Tours. Donc c'est un réseau qui coûtait beaucoup moins cher. Et l'apport de la billettique, donc la vente des billets ne rapportait que 11% du budget, alors que nous, on est quasiment à 30%. Donc ça change tout, parce qu'effectivement, derrière, si on veut continuer à investir dans le... Et puis ils avaient des bus vides, donc autant faire la gratuité pour... Et ça nous coûte que 11% de plus pour avoir des bus pleins, que de laisser tel que... Par contre, nous, notre réseau, il est quand même plus structuré et donc il coûte beaucoup plus cher. Et si aujourd'hui on dit on doit mettre 20 millions dans la gratuité des transports en commun, on n'aura plus de levier pour continuer à structurer le réseau, investir dans le tram, dans le tram-train, dans les bus à gaz, etc. C'est peut-être une question de temps, mais après, dans l'incitation... Mais bien sûr, après, au final, l'idéal, c'est bien sûr de réussir à avoir la gratuité des transports, qui n'est pas gratuite, puisque c'est toujours les collectivités. Donc, bien sûr. Mais ça dit, il dans ne faut pas se mentir là-dessus. Dans le sondage, c'est 29% des gens en ville qui disent que c'est pas bon marché, et 39% dans l'ensemble des communes. Donc c'est quand même un vrai problème. Non, mais c'est vrai que beaucoup de gens. la tarification est un levier
incitatif important. Donc il faut toujours avoir une tarification aussi qui reste compétitive et qui donne envie. Donc il y a un travail qui est fait sur les étudiants. On peut peut-être imaginer d'autres choses. Nous, on avait pensé à faire la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans pour que les familles puissent aussi utiliser les transports en commun. Bon voilà, il ne faut pas hésiter à avoir des politiques incitatives de tarification. Par contre, la gratuité sur l'ensemble, aujourd'hui, le coût, il ne serait pas acceptable au regard des investissements qui restent à faire pour structurer. Là-dessus, vous êtes d'accord. Le tramway, Emmanuel? Alors, le tramway, oui, c'était le gros débat de la semaine dernière. On ne va pas revenir sur la polémique de la deuxième ligne. Est-ce qu'elle va jusqu'à la Riche ou pas, en fonction de l'état des arbres et de l'étude racinaire qui a pu être faite. Mais globalement, enfin, plus exactement, au regard de la stratégie globale dont vous venez de parler, est-ce qu'elle est vraiment indispensable, cette deuxième ligne de tram? En quoi le tram, c'est indispensable dans la stratégie globale que vous venez d'évoquer? Au-delà même de la deuxième ligne de tram, ce qui est important, on l'a relevé par rapport à l'étude, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire un réseau structurant avec des grandes lignes. C'est Saint-Cyr, Saint-Pierre, c'est La Riche, Chambray, c'est la première ligne de tram. Continuer encore avec des bus à haut niveau de service, d'avoir un rayonnement sur toutes les étoiles de cette métropole, et après créer des circulaires et d'autres moyens de locomotion qui permettent à chacun de prendre. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire fluidifier le transport. Passages. Voilà. Également, c'est travailler sur l'étoile ferroviaire. L'aire urbaine, c'est de pas oublier Montlouis, c'est pas oublier Amboise, c'est capter les flux avec peut-être un tram-train. La première ligne de tram s'arrête à Jouer-les-Tours, à Jean Monnet, à 150 mètres de Tourloche. Au moment où on va rénover Tourloche, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de faire un tram jusqu'à Jouer-les-Tours, et là, on va jusqu'à Loche en train? Parce que capter les flux, c'est de permettre à chacun de trouver le bon mode de transport. Donc, un gros réseau structurant avec des bus à haut niveau de service, du tramway, et après, là où il y a moins de personnes, mais c'est important pour eux, c'est d'avoir des circulaires et des moyens de rabattement vers ces lignes qui seront construites. Mais un peu de tramway quand même, malgré tout, bien sûr, à l'intérieur. Bien sûr. Il ne faut pas abandonner l'ambition du réseau structuré. On est complètement en ligne sur la vision. Il faut un réseau structuré, il faut des bus de rabattement, il faut un réseau structuré qui va plus loin, vers la deuxième, la troisième, la quatrième couronne. Donc, parce qu'on peut alimenter en train vers Fondette, vers Ballan, vers La Riche aussi d'ailleurs. Il y a le train qui passe au bout de La Riche. Donc, toutes les villes, Saint-Pierre-des-Corps bien sûr, la première périphérie, et puis au-delà, donc jusqu'à Amboise et Loche, on peut aussi développer tout ça en remettant des trains sur notre étoile ferroviaire. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Donc un réseau vraiment structuré, qui commence par un réseau tram structuré. Donc il ne faut pas abandonner l'ambition du tram parce qu'on a une option passage Béranger qui ne fonctionne pas. C'est juste se dire que ça ne fonctionne pas parce qu'il y aurait des dommages trop importants pour le patrimoine arboré. Mais en aucun cas, on remet en cause l'importance d'avoir un réseau global, structuré, cohérent. Mais est-ce qu'il y a une autre option que le tram finalement, puisque le tram on en parle depuis longtemps? Parlons de la première ligne par exemple, il en a été question dès le milieu des années 90. Finalement le tram est arrivé il y a une dizaine d'années à Tours. À quand cette deuxième ligne de tramway, puisque visiblement on n'est pas toujours d'accord sur son tracé et puis sur son financement? C'est pourquoi? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Non, l'enquête publique aura lieu à partir de septembre 2022. Oui. On va aller étudier cette deuxième ligne de tram, mais au-delà de le tramway n'est pas mort. Il y a un besoin de tramway. Le tram, c'est dans les endroits où il y a plus de 25 000 voyages jour. Là, il faut faire du tram, transport sur rail. Tout ce qui est autour de 20 000 voyages jour, c'est du bus à haut niveau de service. Et ensuite, c'est du bus plus classique. Donc, non, le tramway n'est pas mort. Au contraire, tous les maires veulent le tramway. Parce que tout le monde a vu l'intérêt de la première ligne de tram. Il faut simplement qu'on se remette tous autour de la table, qu'on rediscute de savoir qu'est-ce que l'on peut. Chaque maire, dans sa commune, voit bien les enjeux de la mobilité. Donc, aujourd'hui, moi, je suis très positif sur l'avenir du tramway dans notre métropole. Mais c'est quand votre prochaine réunion? Vous devez rediscuter. Alors, on en parle quand pour que vous vous mettiez d'accord quand? Conférence des maires au printemps. Après, il y aura une commission générale. Et enfin, conseil métropolitain avant l'été, où on aura encore un débat. Avant l'été, vous aurez tablé et statué sur ce tracé, en fait, c'est ça? C'est l'objectif, bien sûr, comme je le disais. Là, on a eu des mauvaises nouvelles, dont acte.
il y a un souci sur le boulevard Béranger. Maintenant, il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres passages possibles. Donc, Comme quoi il faut qu'on remette... Les Tourangeaux écoutent, quelles sont les options? Mais tout le monde les connaît. Le BHNS peut passer n'importe où, donc on peut très bien mettre un BHNS est-ouest. On peut réétudier des parcours de tram qui ont commencé à être étudiés, mais il y en a d'autres qui peuvent être étudiés. Donc on ne manque pas de solutions. Ce qu'il faut surtout, quand on fait un réseau qui doit être structuré pour 50 ans, c'est pas choisir une mauvaise solution. Et aujourd'hui, Béranger, c'est une mauvaise solution parce que derrière, c'était le patrimoine arboré qui était très, très endommagé. Alors, à vrai dire, vous avez un petit peu de temps. J'ai un collègue qui se repenche là pour le journal sur la première ligne de tram. Entre 1990, quand ils se sont dit il faut faire quelque chose, et 2013, quand elle est vraiment sortie, vous n'êtes pas en retard comparativement pour la deuxième. Mais on ne sommes pas en retard. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu des études qui n'étaient pas comme nous souhaitions que le projet est arrêté. Il ne faut pas non plus tout jeter. Il y a un grand intérêt pour le tram. On a vu comment ça avait restructuré, pas qu'en termes de mobilité, mais les villes. Moi, je veux les Tours, je suis très heureux d'avoir le tram. Ça a reconfiguré la ville. Donc, il faut simplement que les maires se retrouvent, discutent. Il n'y a pas une fin de non-recevoir. Chacun a envie de trouver la bonne solution pour que demain, le tramway soit une continuité dans cette métropole. Et on n'attendra pas 10 ans. On n'attendra pas 10 ans pour que des solutions sortent. Je vous l'ai dit, la conférence des maires, qui est l'organe même où les discussions se font, c'est en avril. Après, on passera en commission générale tous ensemble pour discuter et au conseil métropolitain avant l'été. C'est là où vous saurez. Et on saura tout et on va aller en enquête, et on ira à l'enquête publique à l'automne dans des bonnes conditions. Alphonse Coulot. Oui, je dois représenter la fabrique de la Cité et essayer de parler en concept. On en a en fait parlé entre les lignes. Vous parliez tout à l'heure de monter une côte et puis descendre du tram ou descendre du bus et puis retrouver un vélo. On parlait d'intégrer des vélos dans les bus. Vous avez le réseau fil bleu, vous avez les cars Rémi. En fait, tout ça, c'est de l'intermodalité, pour parler concept. Est-ce que vous avez, et je parle d'abord à Frédéric Ogis, mais aussi à vous, monsieur le maire, quelle est votre politique pour l'intermodalité? Est-ce qu'elle passe par des aménagements physiques, intégrer plus de vélos par exemple? Est-ce qu'elle peut passer par des aménagements tarifaires, c'est-à-dire avec une seule carte, on peut faire plusieurs modes sur un trajet? Est-ce qu'en fait c'est un peu tout à la fois? Comment voyez-vous le sujet? On a créé un syndicat qui s'appelle le syndicat des mobilités de Touraine. On ne l'a pas appelé syndicat de la métropole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est d'avoir un billet unique un jour, que l'on soit en train, en tram, en bus, que chacun puisse monter, descendre, sans réfléchir à quel est le mode, à qui payer. Ça se passe pour les autoroutes, je crois. Oui. Il y a une interdépendance. Donc on doit travailler dessus. Il faut absolument que l'on soit métropolitain ou même en dehors de la métropole, qu'on soit dans le département, on puisse voyager de façon la plus simple possible. L'intermodalité, tram, le train, le bus, tout ça doit être plus limpide pour que les personnes changent aussi leur façon de voir les choses. Mais justement, on parlait de communication. Est-ce que c'est un objet de communication? Parce qu'un cycliste peut très bien ne pas savoir qu'il est autorisé à aller dans le bus ou ne pas connaître les réseaux complémentaires. C'est vrai que c'est écrit nulle part aux abords du tramway. On ne sait pas forcément. Ou alors c'est écrit quand c'est interdit. Donc peut-être qu'il y a là un sujet de communication. Là où c'est pas interdit, c'est autorisé. Là où c'est pas interdit, c'est autorisé. Ouais. Emmanuel Denis, est-ce qu'il faut communiquer plus sur cette intermodalité? Bien sûr, il faut toujours. Après, sur les bus, c'est pas encore opérationnel. Et c'est vrai que ça peut être une question à se poser dans les commandes des prochains bus, parce que ça commence à se développer dans de nombreuses grandes villes européennes, le fait de pouvoir accrocher son vélo à l'arrière du bus. Donc c'est des solutions auxquelles il faudra venir, bien sûr, et puis derrière communiquer là-dessus, communiquer sur la possibilité de mettre quelques vélos dans le tram sans embêter ceux qui sont présents. Mais oui, bien sûr. Ça coûte pas plus cher de mettre son vélo dans un tramway? Non. On ne paye pas un ticket pour ça. On peut même penser des aménagements. Vous arrivez à une station de tram et il y a un stationnement vélo sécurisé qui vous permet de laisser votre vélo. On a une gare d'ailleurs, une gare vélo qui est la plus grande de la région, qui est à côté de la gare de Tours. Justement, là, on est vraiment dans l'intermodalité, c'est-à-dire que on peut arriver et prendre son tram parce que c'est un arrêt de tram, et puis on peut arriver jusqu'à la gare et aller prendre son train et laisser son vélo en sécurité. C'est un coût supplémentaire de laisser son vélo dans son petit garage? Non, là on est bien dans le... Voilà, c'est avec la carte d'abonnement, donc il y a vraiment là-dessus, on a fait ce qu'il fallait. C'est la métropole qui l'a installé sur la ville de Tours, mais il faut qu'on continue de l'avoir là aussi proche des arrêts de tram,
à la fois des petits parkings relais pour les voitures, mais des parkings relais pour les vélos, pour que les gens puissent mettre en toute sécurité, parce que l'intérêt, c'est qu'ils le retrouvent le soir quand ils reviennent. Bien sûr, c'est mieux. Alors, on va retourner du côté d'SKF à Saint-Cyr-sur-Loire avec la question directe. Elle vous est adressée, chers élus, et c'est donc le directeur de l'entreprise qui vous la pose. Donc, pour venir ici, il faut prendre le tram jusqu'en haut de la tranchée, après des bus qui ne sont pas forcément directs. Donc, les personnes ont l'impression de mettre beaucoup de temps en transport en commun parce qu'il n'y a pas l'offre. On est un grand bassin d'emploi maintenant dans cette partie de la métropole et c'est vrai qu'on est relativement mal desservi par les transports en commun. Donc ça serait, moi, vraiment ma question à la métropole et au maire de Tours, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer l'offre de transport en commun pour nous ? Frédéric Ogis, votre réponse, qu'allez-vous faire pour SKF qui a ce flux de salariés qui viennent beaucoup en voiture, on le disait tout à l'heure? Tout à fait. La mairie de Saint-Cyr a aménagé le boulevard de Gaulle pour que demain, un transport structurant puisse fonctionner. Eh bien, c'est prêt. C'est le but. On avait dit deuxième ligne de tram Lariche-Chambray, troisième ligne de tram, troisième ligne structurante, c'est Saint-Pierre-Saint-Cyr. Le but, c'est d'emmener ce tram en haut de la tranchée, l'amener jusqu'à pratiquement la Membrole pour capter les flux. C'est toujours l'idée de capter les flux aussi bien pour les bassins d'emploi qui sont le long de cette aire urbaine du tram, mais également tous ceux qui arrivent de la Membrole, tous ceux qui arrivent du nord puissent stationner, monter dans la tram. Alors et aller une solution peut-être un peu moins, parce que là, troisième ligne de tram, la deuxième n'est pas faite, donc là on parle de plusieurs années. Là, aujourd'hui, la solution pour que les salariés de un bus à haut niveau de service. C'est-à-dire ? C'est une forme de tramway sur pneus, qui est caréné, un bus cadencé. Voilà. Ça existe à Nantes, c'est le Busway, je vous le conseille. C'est cadencé, donc c'est fiable, c'est rapide. Et ça, on peut le lancer avant même la fin du mandat. D'accord. Alors, c'est-à-dire que là, ils se sentent un peu oubliés par rapport au développement. Alors, on sait qu'à côté d'SKF, il y a un gros hypermarché, il y a également une clinique. Finalement, ils ont l'impression d'avoir été un peu oubliés dans le maillage des transports en commun. Est-ce qu'il faut refaire le tour de tous ces bassins d'emploi qui s'intensifient, qui se développent, ou est-ce on reste comme ça et puis on attend l'arrivée de nouveaux équipements, comme vous le dites? C'est l'œuf ou la poule. On doit commencer par mettre des entreprises ou mettre des transports. Alors, ça a plutôt été d'habitude de d'abord mettre des emplois et le transport en commun venait ensuite. Mais on voit bien qu'avec les études, ça nous est demandé en amont. Et c'est tout un logiciel qu'on est en train de faire évoluer. On réfléchit au moment où on crée des nouveaux quartiers, comment on met les transports en commun avant même que les gens arrivent. Donc c'est un changement total de vision et c'est ça aussi qui nous aidera à monter en puissance dans les mobilités. C'est peut-être le moment de dire là aussi à tous ces chefs d'entreprise qui à un moment donné sont confrontés à ce genre de problème, de les faire remonter parce que quelque part, voilà, vous parliez de communication, quelque part ça peut marcher dans les deux sens, c'est pas forcément vous qui dites au fait on existe, mais peut-être aussi parfois les gens qui vous font remonter leurs problématiques et potentiellement leurs souhaits en la matière. Bien sûr, et puis voir avec eux si c'est le bus ou est-ce qu'il y a d'autres moyens avec le covoiturage, avec les mobilités douces, pour trouver la bonne façon où que les personnes puissent changer leur manière de venir au travail. Donc là, pour SKF, vous allez faire quoi? J'ai entendu le message par rapport à SKF, bus à haut niveau de service dans les prochaines années. Je crois que tout le monde est d'accord. Et qui paye? Nous. C'est nous. Oui. C'est le but. On en revient à c'est les 65 millions. Ça coûte cher les bus à haut niveau de service? C'est en site propre? C'est en site propre, donc il faut une installation, puis après il faut acheter le bus à haut niveau de service. Mais tout ça, c'est un investissement intéressant et que l'on a besoin pour que demain, on soit une métropole des mobilités à la hauteur de l'enjeu. Nous sommes devenus métropole, il faut être à la hauteur de toutes les politiques publiques, les mobilités. On doit regarder vers Strasbourg, on doit regarder vers Montpellier, on doit regarder vers Lyon. Nous sommes petits, il faut grandir. Mais au lieu d'essayer d'inventer, regardons comment ailleurs ils ont réussi. Donc on parle transport en commun. Étienne Mercier, 34%, il y a une minorité d'habitants de l'agglomération qui les utilisent, 34%, mais surtout, ils les utilisent beaucoup moins, j'ai envie de dire, que la moyenne des Français.
Oui, mais là, pour le coup, je ne peux pas être, comme je ne connais pas autant le réseau que les personnes qui sont autour de la table, ça s'explique aussi probablement avec un réseau qui peut être un peu différent. Oui. Je reviens sur le tramway. Il y a une très forte attente de tramway, d'ailleurs, dans l'enquête. Ils disent à 55% qu'il n'y a pas assez d'arrêts de tramway pour ceux qui sont plus éloignés. Après, je ne suis pas certain aussi que tout soit dans la solution du tramway. Je veux dire que ce n'est pas pour rien qu'ils nous disent aussi, nous parler du véhicule électrique. Je reviens là-dessus, mais c'est un vrai sujet sur lequel les Français, beaucoup de Français aujourd'hui, on le voit dans nos enquêtes, on le voit au mois d'octobre. Je rappelle que c'est un constructeur automobile qui était premier des ventes en Europe. C'est la première fois que ça arrivait. C'est en train d'arriver. Les Français veulent se convertir à l'électrique. Encore faut-il les accompagner. Mais je veux dire que pour ces gens-là aussi qui sont très éloignés, la mobilité propre, la mobilité durable, elle passera en partie pour certains d'entre eux par des véhicules personnels qui seront électriques et qu'il faudra, pour le coup, il faudra leur assurer qu'ils aient des bornes d'équipement suffisantes pour recharger, pour pouvoir les utiliser comme ils veulent et que finalement l'utilisation du véhicule électrique ne soit pas pire en termes de temps que l'utilisation d'un véhicule Encore une fois, il faut que ce soit lisse. On veut bien changer, mais il faut que ce soit lisse. Exactement, et c'est Et bien normal. justement, dans l'association des alternatives que vous avez tous évoquées à votre tour, l'une des difficultés quand même, c'est le partage de l'espace de toutes les manières. On a tous vu des automobilistes qui grognent parce qu'il y a un vélo qui déboule comme ça à un carrefour. On a tous vu des vélos qui grognent parce que les automobilistes sont garés sur les pistes cyclables. Et des accidents. Et des accidents. Il y a à la fois le vivre ensemble qui parfois fait beaucoup grogner les gens et puis la sécurité qui est quand même essentielle et qu'on voit tous au quotidien, parfois un petit peu sur le fil comme ça. Comment on fait pour petit à petit, puisqu'on a bien compris qu'on ne pourrait pas tout faire d'un coup, pour petit à petit associer tous ces modes de mobilité malgré tout dans le respect les uns des autres et sans que ça grogne, parce que ça grogne beaucoup à Tours comme ailleurs. C'est pas, il y a des quartiers dans Tours prioritaires là, pour sécuriser, pour ce partage de la route. Il y a des projets, oui, pour Lesquels cette année. La rue d'Entraigues, oui. on va essayer de pacifier. Et puis finir ce qui a été engagé entre la rue de Buffon et puis la gare. Il y a un carrefour qui doit être refait. Enfin, c'est apporter des continuités quoi, sur les parcours qui sont parfois un peu discontinus. Mais l'idée, c'est quand même, parce que quand on regarde, je cite tout le temps ce chiffre-là, quand on fait la coupe d'une rue, aujourd'hui, il y a 80% de l'espace qui est dévolu aux voitures. Aux voitures. Et oui. Donc, c'est quand même sur l'espace, celles qui sur roulent ces et celles 80%. qui sont stationnées, vous voulez dire C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est sur cet espace-là qu'il faut redonner de l'espace aux piétons, aux transports en commun et puis, aux vélos. C'est parfois des routes qui sont très très étroites. C'est-à-dire que c'est parfois c'est des pas routes où toujours quand on met facile. une voiture, quelque part, même Quand avec c'est- la meilleure volonté du monde, on ne mettra pas un piéton Mais et oui, un parce que vélo en c'est plus. un changement. Il vaut mieux le faire quand on fait quelque chose de neuf, c'est plus Oui, simple. c'est plus simple. Maintenant, c'est à peu près bien pensé, quoique. Mais quand on doit modifier l'existant, là, c'est forcément un peu compliqué. Mais Votre option, en c'était même de temps- gommer des places de parking, finalement, du stationnement. Il n'y a pas que ça. Il y a des endroits où on a des doubles voies et on peut passer en simple voie. Enfin, Est-ce ou que ça alors peut passer par ce que disait Frédéric Ogis, des espèces d'autoroutes du vélo, des voies dédiées, un peu rapides? c'est la meilleure solution en tous les cas pour les usagers parce que c'est sécurisé et puis parce que ça va vite. Pour le coup, c'est efficace et c'est performant pour les. Mais c'est possible à Tours? Écoutez, on l'a fait, vous avez montré la rue de Buffon, on a Oui. une double voie cyclable qui a été prise sur les places de stationnement. On l'a fait sur le mail Heurteloup en prenant une partie du mail. On l'a fait en prenant sur la rue Édouard Vaillant, on a mis des grandes bandes cyclables alors qu'on avait des toutes petites bandes. Maintenant, on a des bandes d'1,50 m, donc ça laisse la place au vélo et c'est beaucoup plus sécure. Donc, bien sûr, ça peut se faire. Ça se fait petit à petit, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et c'est en tous les cas très prisé une fois que c'est mis en place. Dans tout ce que vous dites, là, il y a beaucoup de petit à petit, on le comprend très bien, c'est pas du tout le sujet, mais ça va aller vite quand même, la loi qui va imposer que les véhicules à moteur, qui va imposer qu'on se partage mieux l'espace. Vous allez être prêt à temps? Ah oui. Oui. D'abord, pourquoi on ne serait pas prêt? Parce qu'il y a la volonté de chacun. Donc il ne faut simplement pas mettre les personnes les unes contre les autres. Oui. Je le dis, c'est les calques. Il faut calquer. Donc un grand plan de schéma cyclable à la fois pour le quotidien et puis pour le tourisme, parce qu'on a bien vu que la Loire à vélo avait aussi une réussite, et on peut utiliser la Loire à vélo aussi pour son déplacement personnel. Il y a également dans chaque commune, voir comment on peut faire des pistes cyclables. Alors dans les quartiers neufs, c'est plus facile, mais
comment on peut faire aussi des poches de stationnement différemment pour libérer des places, pour faire des pistes cyclables sur nos rues. Ça aussi, on doit travailler avec nos habitants pour voir comment on peut, sans les contraindre, mais les emmener avec nous dans l'aventure. Et je pense que ça sera une belle réussite. Donc on sera prêt à temps, parce qu'on a une volonté de le faire les uns les autres. Et on l'a bien vu déjà, on a quand même des belles réussites. Donc il faut aller de l'avant et toujours se dire que le pas prochain sera encore meilleur. Alors on va parler de la voiture électrique. En tout cas, quelle solution pour rouler vert? On vous a posé la question, êtes-vous prêt à changer de véhicule pour passer à l'électrique par exemple? Tristan Riclet a recueilli vos réponses, on écoute. L'électrique, ça paraît encore un peu nouveau, même si c'est là depuis quelques années, ça paraît encore un peu nouveau. Moi, je préférais qu'on ait des voitures à hydrogène. Hydrogène, ouais. Parce que bon, l'électrique, c'est bien, mais bon, le jour où il n'y aura pas assez de centrales pour fournir le rechargement des voitures, ça sera compliqué. Sur le long terme, j'imagine que c'est moins cher, parce que l'essence a pris un gros coup récemment en plus. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter, on va dire, à passer le cap? Des tarifs avantageux, par exemple. Des financements, des aides au financement. Hein. Si j'ai les moyens de m'offrir une voiture électrique, pourquoi pas, mais tout de suite, c'est pas possible. On est d'accord, la volonté, elle est là, Alphonse. Oui, le chiffre sous les yeux, 38% des Tourangeaux donc, envisagent la voiture électrique comme une solution donc, pour baisser l'impact carbone de leur déplacement. Une question pour les deux élus, quelle est votre politique? Quels sont les objectifs pour faciliter la voiture électrique? En termes d'aménagement de bornes, de facilitation de stationnement? Alors oui, les aménagements de bornes, c'est une première chose. Après, c'est une politique qui se développe avec le ciel, donc on n'est pas totalement maître, qui est le syndicat ad hoc là-dessus. Mais il y a un plan, il me semble que c'est 100 000 bornes électriques qui est prévu au niveau français, dans lequel on va s'inscrire. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, effectivement, pour proposer des solutions de connexion à tous ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, où peut-on trouver des bornes et comment on est au courant des lieux qui ont des bornes? Je peux recharger ma voiture électrique où aujourd'hui à Tours? Comment je peux le savoir? Je pense que c'est sur le site de la métropole. C'est le cas? Oui, c'est une compétence qui est partagée. En fait, il ne faut pas partir en vacances sans avoir repéré où on va recharger. Alors rapidement, vous quittez la métropole si vous partez en vacances. Hein. Donc, ça dépend, on va en vacances à Druy. Ou à Savonnière, très beau camping. Oui, Savonnière. Oui, voilà. Vous avez aussi dans les véhicules maintenant la capacité de pouvoir choisir les bornes à proximité. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un lien à faire entre, à mon avis, le conducteur qui s'installe à son véhicule et qui cherche où aller, et puis la métropole, la mairie de Tours ou de sa propre commune. Peut-être, encore une fois, le sujet du jour, la communication, finalement, de mieux flécher les lieux, de mieux associer le déplacement, le stationnement et la recharge, qu'elle soit à domicile, au travail, sur autoroute. Étienne Mercier, partout en France, on veut de l'électrique, en tout cas, on veut rouler plus vert. Oui, c'est quelque chose de général. Encore une fois, hein, c'est général et c'est véritablement souhaité. Auparavant, c'était un... Mais on veut être aidé. Mais on veut être aidé. Alors, on veut être aidé de deux façons. On veut être aidé d'abord financièrement. Toujours, les Français demandent ce que nous disait la dame dans le reportage. Hein. Moi, il me faut un petit peu d'aide pour pouvoir acheter le véhicule. Donc, il y a des aides qui sont mises en place et ils en veulent toujours plus, bien entendu. Mais ils ont des vraies questions aujourd'hui sur tout ce qui est équipement, tout ce qui est service aussi. Et je pense que c'est ça qui va les faire basculer parce que l'envie, elle est très, très forte. On voit d'ailleurs que de toute façon, les achats de voitures électriques décollent très fortement. Mais il y a ce petit souci, cette petite question de toujours se dire quel service j'aurai pour pouvoir repérer les bornes dont j'ai besoin et est-ce qu'il y en aura suffisamment pour que mes trajets ne soient pas plus longs qu'avant. Alors, la question de l'aide, quand même, elle est essentielle. Elle est essentielle dans votre étude. Hein. C'est les mobilités et les inégalités. C'était votre thématique de départ. Globalement, on se dit que c'est un vrai problème, ça, pour les gens. On l'a vu avec le prix de l'essence. Tout à coup, tout le monde panique parce que ça devient plus cher. La mobilité décarbonée, ça peut être encore pire. Je voyais une enquête qui faisait, elle, un petit peu peur, qui disait qu'un Français sur 3 a déjà refusé un job dans sa vie parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Ça semble monstrueux comme chiffre. Et on se dit que si demain, il faut acheter une voiture électrique, ça coûte cher, ça va être encore plus difficile. Voilà. Comment, vous, avec la Fabrique de la Cité, vous arrivez à mettre cette problématique au cœur du débat et comment vous interpellez, quels sont vos interlocuteurs en fait, avec ça? En réalité, la question des inégalités, elle est omniprésente dans ces sujets de mobilité, mais à plusieurs échelles. Ça peut être
typiquement les inégalités d'usage dans un bus. Qui peut s'asseoir, qui peut rester debout, qui peut rentrer facilement. C'est parfois des niveaux comme ça, jusqu'à des niveaux plus larges d'habitat entre le centre-ville à proximité de plusieurs offres de transport, vélo, marche à pied, autobus, et un espace un peu plus périurbain, voire rural, où vous êtes très dépendant de la voiture, ou comme on disait tout à l'heure, d'horaires de bus très fixes, puisque vous en attendez un toutes les 20 minutes et autres. Et donc il y a plusieurs sujets d'inégalité géographique, évidemment l'inégalité du prix. Et donc nous, dans la note de la Fabrique de la Cité qui a été publiée là il y a à peu près un mois, on observe en fait au fondement de cette transition énergétique, toutes les inégalités existent déjà. C'est-à-dire que la transition des mobilités ne va rien inventer, si je puis dire, en inégalité. En revanche, le risque est de toutes les aggraver, qu'elles soient de prix, on le voit dès la hausse des prix de l'essence, qu'elles soient géographiquement, il va falloir vivre à proximité des bornes. Donc si vous ne vivez pas à proximité des bornes, vous êtes forcément plus loin de toutes les activités et capacités de déplacement ou des emplois. Et donc le sujet, ce n'est pas tant comment réduire les inégalités, puisqu'elles existent depuis que le monde est monde, mais en revanche... De ne pas les creuser. De ne pas les creuser et de faire en sorte de ne pas en créer de nouvelles face, par exemple, au prix de l'énergie. Et ça peut être le serpent qui se mord la queue, parce qu'aujourd'hui, les gens vont vivre plus loin des villes parce que le logement est moins cher, mais la mobilité devient plus chère et on est dans une boucle non vertueuse. Et donc, il faut... Monsieur, merci rapidement. Oui, surtout, je reviens là-dessus, parce que c'est essentiel, il ne faut pas l'oublier, les gilets jaunes, c'est d'abord une fracture de la mobilité. Oui, c'est les 90 km/h, plus le prix de l'énergie qui flambe. Donc, ne pas aggraver cette fracture-là, c'est essentiel. On a 30 secondes pour l'un et l'autre. Monsieur le maire, monsieur le président de la métropole, comment ne pas creuser les inégalités en décarbonant, finalement? On parlait, voilà, les gens ont besoin d'aide pour acheter l'électrique, entre autres. Comment on fera pour avancer, pour investir, pour développer, sans creuser les inégalités? Il y a la tarification, on a travaillé, j'étais dans l'opposition, mais j'avais poussé pour ça, une tarification en quotient familial. Ça, c'est une première réponse. Et puis après, il faut offrir aussi des mobilités décarbonées à la deuxième, troisième, quatrième couronne. Et là, on revient sur notre étoile ferroviaire. C'est vraiment la solution de demain. Si on veut demain répondre aux revendications des Gilets jaunes qui existent toujours, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est un plan ambitieux à 10 ans. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un bus à haut niveau de service qu'on met en service comme ça assez rapidement. Mais on y travaille et c'est vraiment l'ambition, je pense, qu'il faut qu'on ait. Frédéric Ogic, pour conclure. Ogis, pardon. Oui, en complément de ce que vient de dire Emmanuel, dont je suis d'accord, pour moi, il faut qu'il y ait un grand plan de l'État sur les aides pour les voitures électriques. Ça ne peut pas être simplement une métropole. Par contre, nous, on doit s'engager à un plan. Alors, c'est 100 000, c'est 1 000 au niveau du département. Il faut qu'on puisse offrir, par exemple, sur nos parkings, comment on peut aider les personnes à plus se garer en aérien, mais en souterrain, en offrant des bornes de rechargement. Là, vraiment, la métropole doit avoir une politique ambitieuse d'aller encore plus loin que le plan qui a été décidé pour que les personnes puissent recharger, plugger et rentrer chez eux. Et pour les aides, c'est plutôt à l'État de faire un grand plan, comme il y a eu pour les primes à la casse, qui avait permis d'avoir un meilleur parc automobile en France. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que ce sondage, cette enquête, ira au sommet de l'État? Il paraît qu'il y a des élections bientôt. Alors c'est prévu, les notes explicatives, ce sondage, les autres sondages évidemment à Toulouse et Nice. Le but est évidemment d'alerter dans cette période électorale et d'informer pour éviter aussi des débats moins nourris. Donc exactement, c'est le but. J'espère qu'ils regarderont la télé locale. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci Emmanuel et merci à la rédaction de la Nouvelle République. Vous retrouvez cette émission donc proposée par TV Tour et l'ANR sur notre site tvtour.fr ou bien sur l'ANR.fr. À bientôt pour un nouveau Grand Talk.